Et je vous retrouve donc avec grand plaisir pour cette première édition de GeoEconomics et nous allons recevoir nos invités qui sont installés en multiplex. Le professeur Nicolas Agbohou est attendu sur ce est déjà installé très certainement. Professeur Nicolas Agbohou, je vous dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir professeur. Bonsoir chers frères, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Voilà le professeur Nicolas Agbohou qui est vent debout depuis de nombreuses années pour demander qu'il y ait une prise de conscience véritable de la catastrophe économique finalement que représente le franc CFA. Et aujourd'hui, professeur Agbohou, on semble déjà vous donner raison quand on regarde comment est-ce que l'euro a entraîné le franc CFA dans sa chute. Elle a perdu 13,5% par rapport au dollar au 10 du mois de juillet dernier et a entraîné le franc CFA dans une perte, dans une dépréciation face au dollar de 11,47%. On voit très clairement qu'une situation qui n'est pas créée, qui n'est pas causée par ces économies d'Afrique centrale ou alors par les politiques d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, finalement se retrouve à les percuter de plein fouet comme on le voit avec cette perte de pouvoir d'achat. Bien. Est-ce que vous voulez qu'on commence par le problème du franc CFA ou bien par les conséquences? Alors, je voudrais qu'on commence, professeur Agbohou, je voudrais qu'on commence peut-être déjà, voilà, par un premier commentaire du constat qui est fait aujourd'hui, parce que d'aucuns ne comprenaient pas quand, ne vous ont pas toujours suivi quand vous avez dit que, voilà, cette parité fixe du CFA à l'euro, cette parité exclusive était quelque chose de toxique et qui pouvait entraîner de graves conséquences. Aujourd'hui, on voit que l'euro se porte mal et donc, du coup, les économies, du CFA se portent aussi mal à travers une transmission, finalement, quasi automatique du phénomène qui se vit en Europe. Bien, merci. Écoutez, moi, je suis maintenant dans une logique, après 20 ans, précisément 21 ans, de conférences sur le problème du CFA et du franc CFA, que c'est une monnaie nazie qui est nocive pour les Africains. Je suis maintenant dans une logique où il faut proposer des solutions. Cependant, comme vous insistez, il faut rappeler toujours que le franc CFA, d'abord, n'est pas la propriété des Africains. Pour ceux qui n'ont pas encore compris ça, il faut qu'ils le comprennent définitivement. C'est une propriété à 100% de la France. Donc, c'est la France qui l'utilise comme elle le veut. Pour mémoire, pour ceux qui n'ont pas encore observé, nous allons rappeler que ici et maintenant, lorsque nous voyons ce qui se passe sur le continent africain, je dis bien ici et maintenant, quand on parle du terrorisme, des djihadistes, etc., quand on prend tous ces terroristes avec des liasses de francs CFA tout neufs, on voit bien que ce sont des francs CFA qui sont produits ici, en France, précisément à Chamalières, et qui servent de moyens de lutte, de combat, pour la France, puisque c'est ce que faisaient les nazis. Les nazis produisaient des faux billets qui n'avaient pas cours légal en Allemagne, donc qui n'étaient pas utilisés en Allemagne, mais qui étaient utilisés dans les pays vassalisés comme ceux de la France. Aujourd'hui, la France se donne les moyens objectifs pour pouvoir financer ce terrorisme-là. C'est-à-dire, tant que le franc CFA sera utilisé, mais la France n'a qu'à produire des faux billets qui n'ont aucun sens ici en France, mais qui ont une valeur dans ces pays africains. Ils peuvent financer les terroristes et combattre les Africains. Ça, c'est déjà un élément très, très important. Ceux qui n'ont pas encore pris conscience, c'est le moment. Deuxièmement, comme vous le dites, c'est un moyen puissant dont se sert la France pour pouvoir s'enrichir de façon scandaleuse sur le dos des Africains sans travailler. C'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. Pourquoi? Parce qu'on dit le franc CFA est converti par qui? Par la France. Ça veut dire quoi? On parle d'une convertibilité illimitée. C'est-à-dire quand les Africains gagnent de l'argent et en vendant, en exportant, c'est-à-dire en vendant à l'extérieur, eh bien, l'argent des autres qu'on appelle les devises, eh bien, qui les convertit en francs CFA, c'est la France. La France prend donc les devises étrangères, c'est-à-dire les monnaies étrangères, appuie sur sa machine,
sort les faux billets qu'on appelle les francs CFA et s'approprie les devises dont les Africains ont besoin pour pouvoir s'industrialiser, pour pouvoir acheter des machines et se développer. Deuxième occasion, les Africains donnent les devises à la France lorsqu'ils s'endettent, c'est-à-dire quand un pays étranger, fût-il le Japon, n'importe lequel, prête de l'argent donc à des pays africains de la zone franc CFA, eh bien cet argent-là, ce sont des devises. Ces devises-là, s'ils veulent le convertir en franc CFA, c'est la France qui convertit en CFA. Et elle s'approprie ces devises. Ça, c'est deuxième occasion. Troisième occasion, eh bien, quand il y a l'aide publique au développement, tout comme les dons, eh bien, tout ça, c'est libéré en devises, en monnaie étrangère. Eh bien, si les Africains veulent convertir en franc CFA, il y a un seul pays qui peut les convertir en franc CFA, c'est bien la France. Ça, c'est la troisième occasion. La quatrième occasion, les transferts de fonds de la diaspora, c'est-à-dire tous ceux qui sont des Africains, mais qui sont hors de l'Afrique et qui envoient de l'argent au pays, eh bien, l'argent qu'ils envoient, qu'ils soient aux États-Unis, un peu partout, par exemple, celui qui est aux États-Unis, lui, il envoie des dollars. Eh bien, on ne paye pas les parents avec les dollars. On les paye avec des francs CFA. Mais qui convertit ces dollars, ces monnaies étrangères en francs CFA? C'est la France. Donc, voilà les 4 occasions en or dont se sert la France pour s'enrichir sans avoir travaillé. Donc, vous comprenez que lorsqu'on sait tout ça, je ne vois toujours pas, les gens vont dire oui, bon, entre le dollar et le franc CFA, le taux d'échange est flexible, il est flottant, etc. Donc, c'est pas bon. Mais avec l'euro, avec hier le franc français et aujourd'hui avec l'euro, c'est une bonne chose. C'est-à-dire le taux d'échange est fixe, il ne bouge pas. Ça, il faut rappeler tout de suite aux Africains que c'est faux. C'est profitable à la France pour plusieurs raisons, parmi lesquelles je vais citer 2 seulement. La première raison, puisque le taux d'échange est fixe, ça gonfle artificiellement le franc CFA, ce qui encourage, je dis bien qui encourage les importations des Africains. C'est-à-dire les Africains, au lieu de produire sur le plan local, donc en Afrique, ce qu'ils peuvent consommer par exemple, comme le riz, etc., eh bien, on leur dit que ça coûte moins cher d'importer. Donc, ça favorise l'importation. Or, importer, ça veut dire favoriser l'économie des autres pays, sauf l'économie nationale. Ça, c'est le premier inconvénient majeur. Ça veut dire qu'on crée à l'extérieur des emplois. Bien. Deuxième inconvénient majeur, il faut le souligner. Eh bien, le taux d'échange fixe favorise avantage les exportateurs de capitaux, c'est-à-dire ceux qui sont en Afrique, qui sont riches, qu'ils soient des Européens, en un mot, des Occidentaux ou bien tous les autres, y compris aussi des Africains qui sont riches, ils exportent les capitaux. Prenons le cas pour qu'on puisse se comprendre pédagogiquement. Quelqu'un envoie de l'Afrique vers la zone euro, admettons, 656 millions de francs CFA. Bien. Et quand ils envoient cet argent arrivé ici en France ou bien dans un pays de la zone franc CFA, non, de la zone euro, on divise tout simplement par 656 et on obtient 1 million d'euros. 1 million d'euros. Bien, ça c'est première phase. Deuxième phase, si, et ça reste comme ça ne bouge pas. Mais deuxième phase, si on était dans un régime d'échange flexible ou flottant et que 1 euro égale 50 000 francs CFA, devient 50 000 francs CFA, un seul euro, eh bien, les 656 millions de francs CFA, eh bien, on divise par 50 000 francs CFA et on obtient 312 000 euros. Ce qui veut dire que hier, il gagnait 1 million et maintenant, il gagne 312 000
312 000, il a une perte sèche énorme autour de 752, etc. Donc, ça n'avantage pas, le taux de change flexible ou flottant n'avantage pas les exportateurs de capitaux. Et par conséquent, pour pouvoir les protéger, parce que c'est ce qu'on appelle le risque d'échange, pour pouvoir les protéger, on dit qu'il faut que le taux de change reste fixe. Et ça, c'est ce que la France sait pour protéger, et j'insiste, les riches ou bien les chefs d'entreprise français et européens occidentaux qui sont dans la zone française, il faut maintenir le taux de change fixe. Maintenant, puisque le taux de change doit être fixe, comment on fait pour le rendre fixe? Eh bien, il faut bien comprendre, il faut que les Africains comprennent ça. Eh bien, c'est la loi de l'offre et de la demande sur le marché des monnaies qu'on appelle le marché d'échange. S'il y a trop de francs CFA qui sont sur le marché, qu'est-ce qu'il faut? On demande aux Africains de racheter eux-mêmes les francs CFA surabondants pour ramener le taux d'échange à son niveau initial. Exemple, s'il y a trop de francs CFA, au lieu que ça soit 1 euro égale 656 en arrondissant, on peut être amené à dire 1 euro égale 50 000 francs CFA. On dit aux Africains, racheter les francs CFA qui sont surabondants. Parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Par conséquent, comment on rachète les francs CFA? Et j'aimerais que les Africains comprennent ça. On ne rachète pas les francs CFA avec les francs CFA. On rachète les francs CFA avec des monnaies étrangères qu'on appelle les devises. Or, les devises appartiennent à qui? Aux Africains qui travaillent. Donc, on utilise des milliards de devises africaines pour racheter les francs CFA surabondants, et ceci pour faire plaisir à qui? Eh bien, à ceux qui exportent les capitaux. Merci, professeur. Merci, professeur Nicolas Gbowou, pour ce décor qui est planté. Vous avez ici adressé tous ces mécanismes qui sont considérés comme étant des mécanismes de perversion du franc CFA en faveur de la zone euro et de la France, d'ailleurs, qui a amené ces États du franc CFA dans cette zone monétaire européenne. Achille Eke, vous êtes expert financier, PDG du PDG de Washington Valuation Group. Je vous dis bonsoir et merci de nous retrouver. Alors, la question centrale aujourd'hui, c'est de comprendre comment est-ce que on est arrivé à une situation où la dépréciation de l'euro a entraîné inéluctablement celle du franc CFA. Je venais de le dire au 11 juillet, c'est-à-dire il y a moins d'un mois, calculé et certifié 13,5% de perdu pour l'euro face au dollar et 11,47% de perdu pour le franc CFA face au dollar. Alors, donc on a estimé que c'est la parité fixe et l'unique parité entre le franc CFA et l'euro qui est le problème, de telle sorte que, le CFA se confond presque à l'euro et donc l'euro qui est dévalué, le CFA aussi dévalué. Vous, qu'en pensez-vous? Bonsoir, Monsieur Guy Fondop. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Un honneur très renouvelé, n'est-ce pas, pour ma présence ici dans ce nouveau programme que vous venez de lancer aujourd'hui. Je suis en Californie aujourd'hui, je suis pas dans mes installations normales, donc excusez si on a des petits couacs, j'espère qu'on n'en aura pas. Mais bien, de toutes les façons, je suis très heureux d'être sur le même panel que le professeur Gbowou, qui a présenté ici devant nous tous ce qui fait problème avec le franc CFA. Particulièrement cette parité qui est très nocive pour nos économies africaines, qui ont besoin d'énergie, qui ont besoin de financement, qui ont besoin de toutes les ressources nécessaires pour pouvoir se développer. Alors, le fait que le franc CFA soit lié à l'euro, c'est clair que les fluctuations de la monnaie européenne affectent directement le franc CFA. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Français ont maintenu et continuent à maintenir cette parité malgré, n'est-ce pas, ce qu'ils promettent faire comme changement, notamment ce qu'on a vu par rapport à l'éco qui a été adopté dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas touché, n'est-ce pas, cette parité, justement parce que, comme le professeur Gbowou le disait tout à l'heure, ça leur permet un certain nombre de transactions, de facilitation dans les transactions
dans le rapatriement de leurs fonds. Donc, malheureusement, ça pose énormément de problèmes dans nos économies africaines, puisqu'on a des économies qui sont absolument extraverties, au lieu, n'est-ce pas, de pouvoir aider les peuples africains à pouvoir se développer. Donc, on a une économie qui est extravertie, on importe énormément de biens, et alors, en ce faisant, donc, ça tue l'industrie locale, ça tue toutes les initiatives d'industrialisation des peuples africains, et donc maintient les peuples africains dans la pauvreté. Alors, on a vu depuis combien d'années que le franc CFA depuis 1945, et quand on regarde les pays de la zone CFA par rapport aux autres pays d'Afrique qui ont été colonisés soit par l'Angleterre ou le Portugal ou d'autres pays, on constate clairement que la zone CFA est la zone où se retrouvent les pays les plus pauvres d'Afrique, pratiquement. Donc, il faut dire que cette situation doit changer. Et je crois que il est grand temps, on en a parlé en long, en large, en travers, pendant des années, sur Afrique Média, professeur Agoro et d'autres experts financiers dans le monde en ont parlé à tous les niveaux. Il est maintenant opportun que nos dirigeants vraiment prennent ce taureau par les cornes et prennent des décisions significatives, n'est-ce pas, quitte à ce que ce qui arrivera. Parce qu'on nous fait croire que nous ne sommes pas prêts à pouvoir gérer notre propre monnaie. Nous ne sommes pas capables de gérer la monnaie est trop compliquée, alors qu'on regarde des pays comme l'Afghanistan qui ont leur propre monnaie, on regarde des pays qui sont en guerre à travers le monde, qui ont leur propre monnaie, on se demande qu'est-ce qui est si compliqué pour que nous ne puissions pas avoir, n'est-ce pas, notre monnaie. Alors, je crois que l'argument, n'est-ce pas, selon lequel nous ne sommes pas capables de gérer notre propre monnaie, nous ne sommes pas encore prêts, etc., c'est du n'importe quoi, en fait, finalement. Donc, moi, je pense que voilà exactement les raisons pour lesquelles nous allons continuer à rester dans cette misère si nous ne prenons pas les décisions qu'il faut au moment qu'il faut. Merci à vous. Alors, professeur Nicolas Agbou, c'est vrai qu'il y a énormément de mécanismes de perversion dans ce franc CFA que vous avez toujours d'ailleurs brillamment exposé. Alors maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on pourrait faire pour ne serait-ce que réduire quelques-uns de ces mécanismes, de telle sorte que une perte de pouvoir d'achat comme celle qu'on est en train de voir avec la chute de l'euro soit tout au moins limitée à l'avenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut sortir de la parité fixe? Est-ce qu'il faut développer une parité avec plutôt un ensemble de monnaies internationales, de monnaies du panier de référence du Fonds monétaire international? Selon vous, comment est-ce qu'on peut ne serait-ce que réduire? Les Africains qui nous suivent aujourd'hui aimeraient savoir, parce que la sortie n'est pas forcément pour demain. Alors au moins, qu'est-ce qu'on peut changer là, tout de suite? Bien, écoutez, il y a ce qu'on pourrait appeler les solutions, qu'on appelle pour amuser la galerie. Nous sommes, et je m'excuse de vouloir peut-être aller en sens inverse de ce que vous attendez, nous sommes face à un nouvel ordre mondial. Nous sommes à un tournant de la vie. Parce que, je rappelle, ceux qui ont fait l'erreur monumentale à la conférence, sinon de Bamako, qu'on appelle le RDA, etc., il y avait deux groupes. Le groupe de ceux qui étaient fédéralistes, c'est le groupe qu'on appelle de Casablanca, et le groupe de Morovia, conduit par des gens comme les Houphouët-Boigny, etc., qui étaient sous la coupe de la France. Et malheureusement, nous avons fait ce choix et c'est dans ça que nous sommes. Voilà pourquoi les Africains souffrent aujourd'hui. Donc ici et maintenant, avec cette nouvelle donne, avec cette nouvelle ère qui s'ouvre, eh bien, le nouvel ordre mondial multipolaire, parmi lesquels se trouve, comme on appelle la Russie, on a l'Inde, le Brésil, etc., il est maintenant hors des questions de militer et rester sous la coupe, dans la jupe de ceux qui nous dominent. Le G7 dont on parle, eh bien, ils nous ont toujours fait du mal. Citez-moi un seul pays d'Afrique que la Russie a colonisé. Ça n'existe nulle part. Donc, il s'agit ici et maintenant. L'occasion est unique en son genre. J'insiste sur le mot unique en son genre. Parce que si nous ne profitons pas de ça,
pour sortir du nazisme monétaire, et je pèse les mots, et je vous parle depuis Paris, avec tous les risques, il n'y a aucun chef d'État qui peut me protéger. Je dis et je répète, il ne s'agit pas de reformer le crime, mais de détruire la racine du crime. Je répète, il ne s'agit pas de reformer le crime, mais de détruire la racine du crime. Il ne s'agit pas de dire, je vais mourir par injection, plutôt que par, comment on appelle, un coup ou bien par pistolet. Non, il s'agit de dire, je ne veux pas mourir. Donc, je dis et je répète, tous les travers, pendant plus de 20 ans, 21 ans, des gens meurent en Afrique. Eh bien, il faut ici et maintenant prendre la décision radicale, unilatérale, de finir définitivement avec ce nazisme monétaire, ce facteur du nazisme monétaire qu'est le franc CFA. En lieu et place, battre la monnaie unique africaine. Vous avez dit, la monnaie unique africaine, ce n'est pas pour maintenant, mais si, c'est ici et maintenant. Pourquoi? Si vous me le permettez, je vais vous donner quelques pistes. Ici, je dis bien ici et maintenant. Parce que c'est une décision politique. La décision politique, ça veut dire quoi? Le frère parle depuis des États-Unis d'Amérique. Eh bien, les Américains, qui sont aujourd'hui 50, utilisent le dollar, mais avant le dollar, il y avait plusieurs monnaies. Ce sont les parlementaires américains, précisément les 13 colonies américaines et anglaises, qui, quand elles ont pris leur décision, leur indépendance politique, ont décidé unilatéralement de dire que le dollar est notre monnaie. Et à partir de là, tous ceux qui intègrent les États-Unis d'Amérique, ils utilisent tout naturellement le dollar. Il n'y a pas de critères de convergence. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, et n'ayez pas peur, chers frères. Pour nous autres qui avons pris de là, ce n'est pas pour nous que nous luttons, mais c'est pour vous les jeunes. Il faut montrer la vraie piste, la vraie voie aux Africains. Le deuxième exemple, c'est celui du Canada. Au Canada, il y a 10 provinces, c'est-à-dire 10 pays, et bien, où il y avait plusieurs monnaies. À un moment donné, les parlementaires canadiens ont pris la décision politique de dire que nous faisons du dollar canadien notre monnaie unique. Et ça marche. Je vais prendre jusqu'à 5. Le troisième exemple, c'est celui de la Chine. La Chine, eh bien, la Chine, c'est 30 pays qu'on appelle 30 provinces. Aujourd'hui, 1,5 milliard de personnes. Quand Mao Zedong et ses amis ont mené une guerre de libération nationale, eh bien, ils ont eu la victoire. Eh bien, il y avait plusieurs monnaies. Ils ont effacé toutes ces monnaies et ils ont dit le yuan est notre monnaie unique, qui est gérée avec rigueur par la Banque populaire de la Chine. Il n'y a pas de critères de convergence. Je dis bien, ils sont 1,5 milliard aujourd'hui. Mais au moment où ils le faisaient, ils étaient 1,350 milliard. Ça, c'est le troisième exemple. Le quatrième exemple, et notez-le, c'est la Suisse. La Suisse, il y avait, écoutez-moi bien, 860 monnaies différentes. Dans 26 pays qu'on appelle 26 cantons. Eh bien, à un moment donné, les parlementaires suisses ont décidé de mettre fin à cette pagaille monétaire et ils ont dit le franc suisse est notre monnaie. Et c'est géré avec une rigueur telle que tous ceux qui sont dans ce monde, ceux qui veulent bien cacher leur épargne, ils vont placer ça en Suisse. Ça, c'est le quatrième exemple. Le cinquième et dernier exemple, c'est le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Lorsque le général de Gaulle, eh bien, a été libéré, autrement dit, lorsque la France du général de Gaulle a été libérée du nazisme allemand, et ceci grâce au concours des Africains, eh bien, le général de Gaulle a tout simplement dit à son ministre de l'économie et des finances, René Prével, d'une part, et à son ministre des colonies, Jacques Soustel, de lui préparer un décret de création du franc CFA. Quand le décret a été placé, a été préparé,
eh bien, le général de Gaulle n'a fait que signer ce décret de création du franc CFA. Ce n'est même pas passé par le Parlement français. Or, la monnaie dans tous les pays du monde, je viens de vous donner 4 exemples, ça passe toujours par le Parlement, parce que la monnaie appartient toujours au peuple. Donc, dans ce cas précis, ce sont les représentants du peuple qui prennent la décision. Le franc CFA, ce n'est pas le cas. Et je rappelle, le général de Gaulle était le président d'un gouvernement provisoire. Le mot provisoire a son sens. On ne va pas rentrer dans les détails. Voilà, quand on est dirigeant, et je rappelle, parce que votre chaîne nous donne la possibilité de donner des informations sérieuses à nos compatriotes. Donc, il faut prendre le temps d'insister. Je dis bien, le général de Gaulle était le président d'un gouvernement provisoire. Et c'est en urgence, j'insiste sur le mot urgence, qu'ils ont pris la décision de fabriquer le franc des colonies françaises d'Afrique, qui est le vecteur du nazisme monétaire que nous sommes en train de gérer, ou du moins qui est en train de nous faire souffrir. Il y a beaucoup de choses. La question que vous posez, quelle est la solution? Il n'y en a pas d'autre. Il y a une solution et une seule, c'est de rejeter de façon radicale le franc des colonies françaises d'Afrique et en lieu et place produire le franc et la monnaie unique africaine. Qui peut prendre la décision? C'est bien l'Union africaine, mais surtout, et c'est là que je voulais dire, ce ne sont pas les dirigeants africains. Les dirigeants africains dans la zone française, vous le savez, ce sont des gens qui sont sous la coupe, sous la direction de la France, mais ce sont les populations africaines qui sont conscientisées grâce à vous, grâce aux émissions que vous faites. Et ce sont ceux-là qui vont dire, nous sommes fatigués de souffrir, que nous ne voulons plus souffrir, nous avons besoin de notre propre argent, nous les Africains. C'est ça qui est la solution, il n'y en a pas d'autre. Et ça, avec votre permission, puisque je vois que vous êtes pressé. Alors, pressé parce que je dois équitablement repartir le temps pour que vous puissiez interagir, effectivement. Oui. D'accord, donc je suspends, mais vous avez là la solution. Alors, professeur Nicolas Agbohou, pour vous, vous restez radical, vous dites, on en profite, on sort très rapidement. On sort du franc CFA et donc tous les 7 mécanismes de perversion que vous avez cités tout à l'heure, on les enterre, on sort et puis on lance une monnaie qui va être une monnaie libre, qui va être gouvernée et gérée pour les économies du continent, pour le développement du continent. Alors, je vous retrouve maintenant, voilà, professeur Keke, je vous retrouve et je vous demande, est-ce que pour ceux qui pensent que ce mouvement populaire ne va pas forcément aboutir aujourd'hui et qu'on ne va pas sortir aujourd'hui même, est-ce que vous pensez que on pourrait quelque part quand même réduire cette transmission toxique des contraintes économiques européennes aux économies du franc CFA? Quel pourrait être le mécanisme par lequel on pourrait tout au moins réduire? Malheureusement, je n'ai pas bien compris votre question. Je vous ai écouté avec une attention particulière, mais je ne sais pas à quoi vous voulez en venir. Alors, je reprends, professeur Agbohou, et c'est vrai que la question était pour Achille Eke, mais je peux vous préciser la question si vous le souhaitez. Je disais, vous êtes pour une sortie pure et simple, là, tout de suite et maintenant, c'est-à-dire, on profite de cette perte, de cette dévaluation du franc CFA actuel, due à la dévaluation ou alors à la dépréciation de l'euro face au dollar, on en profite avec l'inflation que cela crée pour sortir définitivement du franc CFA. Ça, c'est bien noté. Maintenant, la question que je pose, c'est au-delà de cela, et la question qui revient, professeur Achille Eke, est-ce que tout au moins pour ceux qui restent modérés encore et qui pensent qu'on peut, dans le cadre d'un certain nombre de réformes, au moins réduire voilà, certaines situations de perversion de ce franc CFA pour encore évoluer encore avec. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que cette chute de l'euro ne continue pas à entraîner le franc CFA? C'est là tout le problème, c'est que, comme le professeur Bourou a dit, il n'y a qu'une seule solution véritablement pour éviter, n'est-ce pas, les conséquences directes de ces fluctuations des monnaies européennes et américaines sur nos économies. C'est-à-dire qu'il faut créer notre propre monnaie, qu'on puisse gérer, qu'on puisse avoir une politique monétaire qui nous sied par rapport à nos économies, que nous puissions, n'est-ce pas, faire fluctuer la monnaie par rapport à nos besoins de développement, à nos besoins de financement de nos économies et tout ce que ça comporte.
véritablement, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, j'ai remarqué également que un pays comme la République centrafricaine a opté pour une solution unique aujourd'hui, une autre solution innovante, c'est-à-dire la crypto-monnaie, le Bitcoin, pour le citer, pour ne pas le citer. Alors, ça lui permet quoi? Qu'est-ce que ça lui donne comme avantage avec le Bitcoin? Le Bitcoin lui permet de pouvoir faire des transactions directement avec des partenaires sans passer par la banque, par le Trésor français. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un moyen de pouvoir transacter sans être ponctionné, comme l'a dit le professeur Agbohou, par la France à chaque fois qu'on fait une transaction, n'est-ce pas, que ce soit de la RCA vers l'étranger ou de l'étranger vers la RCA. Donc, c'est une solution que certains pays ont adoptée. Bon, on n'est pas encore absolument sûr que ça fonctionnera, mais c'est une voie qui a été entreprise déjà par un pays comme le Salvador, aujourd'hui la RCA, et plusieurs autres pays, notamment même les États-Unis, commencent à penser à un stablecoin qu'ils pourraient utiliser pour essayer n'est-ce pas, de contourner certains écueils réglementaires. Donc, c'est une méthode, c'est un moyen, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut essayer. Il faut toujours essayer, n'est-ce pas, les solutions appropriées, parce que sortir du franc CFA, pour certains, c'est un peu comme une mise à mort. Il y a comme une peur qu'on observe. C'est palpable d'ailleurs de nos dirigeants qui sont vraiment dans une situation de traumatisme, on va dire, par rapport à ce que la France pourrait leur faire. Et c'est cela, probablement, qui continue à perpétuer, n'est-ce pas, le fait qu'ils restent dans cette monnaie. On observe que malgré le fait qu'ils ont pris des initiatives comme au Mali ou en RCA, pour des raisons ou pour une raison ou pour une autre, ou plus pour des raisons que je ne sais vraiment pas, ils n'arrivent toujours pas à toucher cet aspect, n'est-ce pas, de leur liberté qui est la gestion de leur propre monnaie. Voilà, on a crié, tout le monde espère que ça va se passer, mais ça traîne. Alors, on ne sait effectivement pas pourquoi, mais ce serait une alternative, n'est-ce pas, au franc CFA pour le moment, si, par exemple, la crypto-monnaie peut permettre des échanges directs, des transactions qui ne passeront pas par le Trésor français ou par la Banque de France. Et c'est un autre moyen de pouvoir contourner donc ces écueils-là. Mais la solution idéale, la solution finale, c'est de sortir du franc CFA, de créer une monnaie panafricaine ou tout au moins des monnaies régionales qui permettront, n'est-ce pas, aux pays africains de pouvoir déjà travailler ensemble et peut-être dans le cadre de ces sous-régions, ces monnaies sous-régionales, les réunir plus tard dans un sommet de l'Union africaine et donc créer, n'est-ce pas, la monnaie unique africaine. Mais c'est un processus qui apparemment va prendre du temps parce qu'il y a exactement beaucoup de divergences sur le plan économique dans plusieurs pays. Il faut penser à cela. Il faut voir comment est-ce qu'on peut trouver des critères de convergence, etc. Mais ça, c'est le détail technique. Mais l'idée, c'est sur le plan politique d'être ferme, d'être résolu, de dire que nous allons nous assumer, nous allons créer notre monnaie panafricaine et qu'advienne que pourra, n'est-ce pas, nous allons continuer, n'est-ce pas, dans cette lancée-là et pérenniser cette monnaie-là. C'est de ça qu'il s'agit. Ces décisions sont des décisions éminemment politiques qui doivent être prises, bien sûr, sous la pression des peuples africains, d'où l'importance de ce travail éducationnel que font les médias aujourd'hui. Afrique Média et d'autres médias panafricains qui font ce travail, n'est-ce pas, très important depuis des années, pour continuer à éduquer les peuples, éduquer leurs dirigeants, etc. Et il faut continuer dans ce sens-là, mais à un moment donné, il faut trancher, il faut prendre la décision, et c'est ça qui fait le problème aujourd'hui. Alors, comment faire pour que ça puisse se réaliser? Est-ce qu'il va falloir que les peuples descendent dans les rues pour pouvoir pousser les dirigeants à le faire? Est-ce il faudra mettre des dirigeants, il faudra élire des dirigeants qui sont panafricanistes, ou alors qui vont avoir dans leur programme, n'est-ce pas, programme politique, n'est-ce pas, de sortie du franc CFA? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser, mais l'important, c'est que cela puisse se réaliser. Voilà, donc, ça, c'est mon point de vue. Voilà, merci à vous. Alors, professeur Nicolas Agbohou, je vous retrouve, c'est un regard croisé, tel que vous pouvez le voir, avec Achille Eke.
Alors, professeur, tout à l'heure, vous avez semblé ne pas comprendre, même si la question était adressée plutôt à Achille et que. Alors, je disais tantôt que ça fait plus de 50 ans aujourd'hui que l'Union des banques centrales du continent africain négocie cette monnaie unique africaine. C'est depuis les années 72 qu'ils font des réunions tous les ans et qu'ils annoncent d'ailleurs l'introduction de cette monnaie a été renvoyée au moins à 10 reprises aujourd'hui. Et donc, nous, enfin, les Africains, certains Africains aujourd'hui se disent, vu que politiquement c'est difficile, est-ce qu'il ne faut pas au moins rapidement reformer? Mais vous, vous êtes catégorique, vous dites, pas de réforme, on sort tout de suite et on crée. Alors ma question est, professeur Agbohou, est-ce que ça peut se faire là, maintenant, comme vous le dites? Très bien. Je vais vous dire de façon affirmative que ça peut se faire ici et maintenant et tout de suite. Pourquoi? D'abord, ce qui bloque les Africains jusque-là, ils étaient dans un mensonge qu'on appelle les critères de convergence. On disait qu'il fallait réunir certains critères. Lesquels critères de convergence étaient des moyens les plus puissants pour ne rien faire du tout. Et je vous ai cité 5 exemples. Tous ces pays que j'ai cités, que ce soit les États-Unis, le Canada, la Chine, comment on appelle, la Suisse, et même les 15 pays africains qui utilisent le franc CFA, tout ça, il n'y a pas eu de critères de convergence. Ce sont des décisions politiques. Ça, c'est le premier point. Ici et maintenant, je vais vous dire, si les Africains prennent la décision de battre la monnaie unique africaine, comment ça va se faire? D'abord, on crée une banque centrale africaine. Laquelle banque centrale africaine va coiffer toutes les banques centrales nationales. Lesquelles banques centrales nationales vont coiffer toutes les banques commerciales où les citoyens là-dedans, comme vous et moi, nous avons notre argent, notre monnaie. Maintenant, puisque le capital social de la Banque centrale africaine sera partagé par les banques centrales nationales, alors les décisions qu'on appelle la politique monétaire, eh bien, sera prise par la Banque centrale nationale, certes, c'est-à-dire le gouverneur de la Banque centrale nationale, non, le gouverneur de la Banque centrale africaine, en harmonie avec les différents gouverneurs des différentes banques centrales nationales, que ce soit la Banque centrale nationale du Ghana, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, etc. Ça, c'est déjà un. Maintenant, il y a des questions techniques qui peuvent se poser. C'est de dire, on ne va pas tous les égrener, mais on va dire, si on crée notre monnaie, qui va garantir notre monnaie? Eh bien, je vous réponds de façon froide, que n'importe qui peut vérifier. On va dire notre monnaie sera garantie par la valeur synthétique des matières premières stratégiques que nous détenons, donc l'or et le diamant. Arrêtons-nous là. Prenons simplement l'or. Mais vous-même, vous êtes un Africain. Il n'existe pas un seul pays d'Afrique qui n'a pas d'or. Et tous ils ont de l'or. Donc, on peut demander à chaque pays africain d'apporter ne serait-ce que 30 tonnes d'or. Ça, c'est déjà le premier point. Mais écoutez-moi très bien, et je demande à tous ceux qui nous écoutent de bien écouter et de prendre tout de suite leur portable. Il y a un pays qu'on appelle Ouganda. L'Ouganda a découvert très récemment, écoutez-moi très bien, 31 millions de tonnes d'or dans son sous-sol. Je réponds, 31 millions de tonnes d'or dans son sous-sol. Pour la troisième fois, 31 millions de tonnes d'or se trouvent en Ouganda. Qu'est-ce que si on fait notre monnaie? Qu'est-ce qu'on va demander? On demande tout simplement à l'Ouganda, débloquez-nous ici et maintenant sur les 31 millions, 120 000 tonnes. Je n'ai pas dit 120 millions, j'ai dit 120 000 tonnes d'or. On va garantir la monnaie unique africaine. Et nous, on va vous rembourser maintenant à dose homéopathie par an, 20 tonnes, 30 tonnes, etc. Ou même par d'autres moyens. Mais ici et maintenant, si les Africains sont conséquents, s'ils veulent vraiment sortir du statut de sous-hommes, s'ils veulent vraiment avoir leur argent, ici et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer leur monnaie unique africaine. Cette monnaie unique africaine qui est garantie par 120 000 tonnes d'or, il n'existe pas sur la terre
une seule monnaie qui peut rivaliser avec la monnaie unique africaine, garantie par 120 000 tonnes d'or. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous l'avez vu avec Vladimir Poutine, parce que quand nous, on le disait, on dit que nous étions fous. Eh bien, vous dites, vous, les Africains, d'abord, nous allons commercer entre nous, les Africains. Aujourd'hui, nous sommes 1,3 milliard. Demain, en 2050, nous sommes 2 milliards. On va commercer entre nous en utilisant la même monnaie unique africaine. Ça, c'est le premier point. Mais mieux, comme le fait Vladimir Poutine de la Russie, vous qui commercez avec nous, les Africains, vous nous payez dans notre propre monnaie, qui est la monnaie unique africaine. Et comme ils ont besoin de nos matières premières, ils ont besoin de l'Afrique, en voulant coûte que coûte commercer avec nous, ils sont obligés de chercher à travers le monde entier. Sur le marché des monnaies, ils sont obligés de chercher la monnaie unique africaine, en abrégé la NUA. Quand la demande d'un bien est supérieure à son offre, eh bien, son prix augmente. Donc, c'est nous, les Africains, qui devions avoir la monnaie la plus puissante du monde pour ces deux raisons. Première raison, parce que c'est notre monnaie qui serait la mieux garantie en stock d'or. 120 000 tonnes d'or débloquées ici et mettrait tout de suite par l'Ouganda. Deuxièmement, nous allons être payés dans notre monnaie unique africaine. Ça là, on n'a pas besoin d'aller dans une école de sciences économiques, etc. C'est une décision politique. J'insiste sur le mot décision politique. Pour mémoire, la Banque mondiale et le FMI ont été créés pratiquement le même jour par décision politique. C'est comme ça. Donc, nos dirigeants étant chèrement payés, ils sont payés pourquoi? C'est pas pour aller lancer des coups de machin ou de la houe ou des débats. C'est pour prendre les décisions politiques qui arrangent les Africains. Voilà. Professeur, vous me permettez que j'élargisse avec Achille Eke. Alors, quand on dit que c'est une décision politique, oui, Nicolas Gbowou, on vous croit très bien, on voit très bien, vous êtes très démonstratif, vous nous démontrez très clairement que ça peut se faire aujourd'hui et maintenant. Mais Achille Eke, ça fait plus de 50 ans, c'est depuis les années 72 que les politiques se réunissent. Les gouverneurs des banques centrales africaines siègent chaque année et se projettent sur la création de cette monnaie unique africaine qui n'est jamais arrivée. Alors, maintenant, comment faire pour que l'Afrique, qui aujourd'hui regroupe de nombreuses zones d'influence, comment faire pour que, d'un point de vue géopolitique et géostratégique, on arrive à une telle décision, c'est-à-dire qu'on aurait évité toutes les puissances qui travaillent tapis dans l'ombre pour éviter que, justement, cette monnaie unique africaine ne voit jamais le jour. Comment faire? Très bonne question, Monsieur Fondop. Je crois que, comme le professeur Agbo l'a dit tout à l'heure, en parlant de la Russie, ça dit que l'opportunité que nous avons aujourd'hui avec ce conflit ukrainien qui a permis donc de créer un nouveau bloc, on va dire, les BRICS. C'est ça. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce nouveau bloc appelé les BRICS donne une opportunité aux Africains de pouvoir s'affranchir, n'est-ce pas, des puissances occidentales et de ne pas, n'est-ce pas, de faire disparaître cette peur bleue, n'est-ce pas, qu'ils ont par rapport quand on parle de monnaie. C'est un peu comme, n'est-ce pas, quelque chose d'assez, comment on va dire ça? On ne touche pas à la monnaie, en fait. C'est ça, dans leur esprit, c'est que, je ne sais pas si, lorsqu'on est mis au pouvoir, on leur dit, écoutez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas à la monnaie, ne touchez pas au franc CFA. Donc, il y a comme n'est-ce pas, cette phobie-là, n'est-ce pas, de parler de cette monnaie. Alors, donc, l'opportunité des BRICS, que les BRICS nous offrent aujourd'hui avec ce conflit ukrainien, avec la Chine et la Russie, qui ont, n'est-ce pas, développé, n'est-ce pas, un système alternatif au SWIFT, avec les pays du BRICS, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, qui tous ont désavoué, n'est-ce pas, l'Occident quant à ce conflit ukrainien et qui donc permet donc de voir ce qui se passe aujourd'hui avec le secrétaire d'État Anthony Blinken qui va se rendre en Afrique. Je crois que c'est aujourd'hui, c'est demain, incessamment en tout cas. On a vu Madame Pelosi qui est allée à Taïwan. On a vu M. Macron en Afrique il y a une semaine, toujours dans le cadre de pouvoir voir comment ramener
ou bien conserver ces pays africains-là dans leur bloc. Parce qu'il se voit aujourd'hui qu'effectivement, la tendance des pays africains et des pays des BRICS ou bien des pays du tiers-monde en général, c'est d'aller vers les BRICS. C'est là où il y a la plus grande population, n'est-ce pas, du monde. Et donc, ils ont un certain nombre de réserves, un certain nombre de puissances économiques, des ressources de la matière première dont les Occidentaux ont besoin. Or, dans le rapport de force qu'il y a aujourd'hui, qui se crée, eh bien, très vite, les Occidentaux se rendent compte qu'ils sont en minorité. D'où donc ces velléités de pouvoir diminuer ou plutôt affaiblir les économies de ces pays-là, des pays des BRICS. Alors, quand on regarde le conflit ukrainien, tout le monde dit que la Russie a attaqué. La Russie a attaqué. Certes, la Russie a attaqué, mais qu'est-ce qui a causé? Qu'est-ce qui a provoqué cette attaque? La Russie, eh bien, c'est l'expansion continue de l'OTAN, n'est-ce pas? Depuis la fin de l'URSS, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on observe que le scénario se répète aujourd'hui avec Mme Pelosi qui est allée à Taïwan provoquer la Chine, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'ils provoquent la Chine? Parce qu'ils sentent que le statu quo ne leur satisfait pas. Le status quo, si les choses vont telles qu'elles sont, ça va à leur désavantage. Il faudrait créer des conflits pour essayer d'affaiblir ces économies qui sont super puissantes aujourd'hui, qui montent énormément en puissance et qui menacent les économies européennes. Donc, il faut les affaiblir à travers des conflits internes, des conflits, n'est-ce pas, avec leurs voisins, n'est-ce pas? Et ça a été dit, ils le disent ouvertement, ils veulent affaiblir l'économie russe. Ici, aujourd'hui, maintenant, il faut aussi essayer d'affaiblir l'économie chinoise, n'est-ce pas? Donc, tout ceci, c'est dans l'esprit de pouvoir affaiblir ces économies et pouvoir reprendre le contrôle de l'économie mondiale. Or, les choses ne se passent plus comme ça se passait par le passé. Les gens ont compris. Pendant plus de 500 ans, l'Occident a dominé le monde avec ses théories, avec ses méthodes brutales, n'est-ce pas, ces guerres perpétuelles, permanentes, avec ses mensonges, n'est-ce pas, on ne sait même plus comment est-ce qu'il faut qualifier ces mensonges. C'est récurrent, c'est d'administration en administration, de gouvernement en gouvernement, c'est les mêmes mensonges. Et tout ceci se fait comme si c'était des gens qui avaient été élus par le Saint-Père, n'est-ce pas, pour venir gérer la planète. C'est-à-dire que ce qu'ils font, il faut ignorer cela et regarder simplement ce que les autres font. Quand ils tuent les gens, ils tuent les peuples, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, un peu partout dans le monde, l'esclavage, la néocolonisation, la colonisation, etc. Tous ces crimes-là, pour eux, ça se passe. C'est normal. C'est normal. Ils sont le peuple élu, en fait. Il ne faut pas les critiquer, mais dès qu'un autre pays qui n'est pas dans leur cercle le fait, tout de suite, droits de l'homme, n'est-ce pas, on vous sort les théories, n'est-ce pas, de trucs internationaux, etc., etc. Bref, ce que je veux dire, c'est que s'en tirer, comme pour répondre à votre question, M. Fondop, oui, c'est de pouvoir donc travailler en partenariat avec ces pays du BRICS pour les Africains, pour leur donner un levier à travers cette couverture, cette protection militaire qu'offre par exemple la Russie dans le cas du Mali et de la Centrafrique, n'est-ce pas? On a beau les appeler Wagner, etc. Ce qui fait, ça leur fait peur de toutes les façons. Ça permet donc à ces pays de pouvoir s'affranchir. Et donc, en le faisant, le Cameroun aujourd'hui a signé un accord de partenariat, un accord militaire avec la Russie. Et récemment, on a fait, je crois, il y a 2 ou 3 jours avec l'Algérie, qui est toujours un grand partenaire de la Russie. Donc, tout ceci après le départ de Macron. Donc, finalement, on voit que le Cameroun est vraiment dans une lancée, n'est-ce pas, qui ne sont pas prêts de changer. Alors, ceci permet donc au Cameroun et d'autres pays qui travaillent avec ces pays-là de pouvoir se protéger sur le plan institutionnel, sur le plan, n'est-ce pas, militaire, etc., pour donc trouver des initiatives innovantes pour changer l'économie, améliorer la situation de leur pays. Mais à la fin de la journée, comme on dit, il faut changer la monnaie, il faut avoir une nouvelle monnaie qui sera contrôlée par les Africains entièrement. Et comme le professeur Bou a dit tout à l'heure, 31 millions de tonnes, c'est ça, vous avez dit? 31 oui, millions de tonnes d'or qui a été découvert en Ouganda, mais ça c'est largement suffisant pour pouvoir soutenir, n'est-ce pas, une monnaie africaine, une monnaie panafricaine. Donc, véritablement, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous sommes le peuple, n'est-ce pas, le peuple le plus riche, nous sommes le peuple béni. Et donc, tout ce qu'ils font, c'est de nous s'appauvrir ou de nous rendre misérables et nous faire comprendre que nous ne sommes pas capables de nous gérer nous-mêmes
C'est pour ça qu'il y a ce mythe de la monnaie. Vous ne pouvez pas gérer la monnaie. Il y a trop de problèmes dans la monnaie. C'est trop compliqué. On n'est pas encore à ce niveau. Non, mais c'est du n'importe quoi, en fait. Alors, professeur Nicolas Gbowou, sur le continent africain aujourd'hui, on est infiltré pratiquement quand on est un dirigeant, on est infiltré parfois jusque dans sa propre famille d'agents étrangers, voilà, qui sont là, qui veillent à collecter, à traiter l'information stratégique afin de contrer toute action qui pourrait nuire gravement aux intérêts géostratégiques ou géopolitiques de ces puissances-là. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement quand on se projette vers la création d'une monnaie unique africaine? Comment on fait pour y penser sans mourir le matin? Parce que certains dirigeants du continent y ont seulement pensé la nuit et sont morts le matin. Comment est-ce qu'on fait? Bien, merci, cher frère. Il faut que les Africains comprennent définitivement, à commencer par vous-même, que nous sommes sur cette terre où il n'y a pas d'angélisme. Nous sommes en guerre permanente. Ceux qui ont tué nos parents il y a 500 ans, ils sont eux ici morts. Leurs enfants actuels, et ils ont eu l'éducation de leurs parents, et ils continuent de nous tuer. Donc c'est à nous de savoir. C'est à nous de savoir que nous sommes en guerre. Quand on est en guerre, on prend des dispositions. Nous disons et nous répétons. Par exemple, prenons le cas, d'abord nous allons rappeler, nous voulons être souverains. Qu'est-ce qu'on appelle un pays souverain? Le pays souverain, on parle du triangle de souveraineté, c'est-à-dire le triangle, c'est trois. Premièrement, c'est la monnaie. Deuxièmement, c'est la défense. Et le troisième point, c'est le droit positif ou bien le droit constitutionnel. Si vous n'avez pas l'argent qu'on appelle la monnaie, vous ne pouvez pas produire les armes, donc vous êtes esclavagisable. À tout moment, on viendra vous imposer n'importe quel droit. Ceux qui parlent de la démocratie ici et là, je ne suis pas contre la démocratie, mais regardez-les avec les yeux. Ce n'est pas eux qui sont en harmonie avec les monarchies arabes là-bas, pétrolières. De quoi parle-t-on? Nous sommes en train de parler avec gravité des problèmes de l'Afrique. Nous disons aujourd'hui, il y a une nouvelle ère mondiale qu'on appelle un monde multipolaire. Il ne faut pas qu'on rate ça. Nous avons la Russie qui est là. Aujourd'hui, où nous parlons, puisque vous êtes en train d'évoquer le problème, au lieu que les Africains utilisent cette occasion unique en or pour aller s'armer, pour aller asseoir des bases consistantes de la défense de l'Afrique, il y en a qui s'en vont contre les Africains. Je prends le cas du Mali. Le Mali qui a eu le courage. Mais il y en a qui vont aujourd'hui contre le Mali. Je ne vous apprends rien. Et ça, c'est la résurgence de la même méthode utilisée par les esclavagistes. Ce ne sont pas tous les Blancs qui sont venus en Afrique pour venir mettre en esclavage tous les Noirs. Non. C'est une petite poignée de Blancs qui sont venus en Afrique, armés jusqu'aux dents, qui sont venus, ils ont pris quelques-uns là, ils les ont armés, ils en ont fait leurs alliés objectifs, et ce sont ces alliés objectifs noirs qui sont partis conquérir leurs propres frères noirs. C'est sur ça que les Européens, les Blancs, les conquérants, en un mot, les ennemis sans putain de la... C'est sur ça qu'ils comptent, jusqu'à ce jour. Donc nous devons comprendre. L'Union africaine, par exemple, est faible. Pourquoi? Parce que l'Union africaine n'est pas financée par l'Afrique elle-même. L'Union africaine est financée à 87% par la main extérieure. Et c'est une loi de la nature, c'est la main qui donne, qui est toujours au-dessus. Voilà. Donc nous disons, ici et maintenant, sans considération de quoi que ce soit, on crée notre monnaie. Merci. Nous sommes des alliés objectifs de la Russie. Merci, professeur Gbowou. Achille Eke, je vous retrouve très rapidement dans cet autre axe que nous abordons sur le plateau, à savoir comment est-ce qu'on brave les contraintes géopolitiques et géostratégiques pour arriver à une décision politique qui ici serait salutaire pour l'ensemble du continent africain et pour son décollage économique. Alors, la question qui vient, c'est est-ce qu'il existe une seule organisation sur le continent africain, ou alors un seul endroit sur le continent africain où il n'y a pas d'infiltration étrangère, où il n'y a pas un moyen où les Africains peuvent mener une pensée stratégique sans toutefois être écoutés? Est-ce que ça existe sur le continent?
Écoutez, on va pas aller se cacher sous terre pour pouvoir mener nos stratégies. Ça doit être fait au-dessus. On doit savoir que nous sommes... Mais par contre, Achille que eux, ils pensent parfois sous terre, parce que il y a des bunkers. Ils se retrouvent dans des lieux qui sont clos où nous n'y sommes pas pour penser quand ils doivent se décider. Ils ont des siècles, ils ont même enfin, il y a même le côté mystico-exotérique parfois qui intervient, avec des siècles fermés où ils pensent cette hégémonie-là occidentale sans qu'il n'y ait aucun témoin qui ne soit issu de l'Occident. Oui, c'est-à-dire que c'est la force de l'union. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas unis et que vous ne pouvez pas mettre des stratégies ensemble et veiller à ce que ces stratégies puissent être implémentées, même si c'est dans le long terme, vous n'avez pas de vision. Donc, il faut qu'on ait une vision en Afrique, qu'on essaye à travers les différents organismes que nous avons. C'est vrai que nous sommes parfois nos propres destructeurs. Nous-mêmes, nous détruisons tout ce que nous voulons entreprendre parfois. C'est-à-dire qu'on met des stratégies sur pied, on s'entend, et après, dès qu'un occidental arrive et vous balance, je ne sais pas quoi, un poste de président, un poste de ceci, de cela, vous abandonnez, n'est-ce pas, tout ce que vous avez fait avec vos pères pour aller, n'est-ce pas, faire c'est un problème de mentalité, c'est un problème qui doit être travaillé. Mais ça existe dans toute l'humanité. Hein. Il faut, pour que les occidentaux arrivent là où ils en sont, aujourd'hui, ça les a pris des centaines d'années, des centenaires, pour y arriver. Ils étaient des barbares, ils avaient toutes sortes de crimes qu'ils commettaient, etc. Mais à un moment donné, ils ont décidé de s'unir pour leurs propres intérêts, ce qui a été fait, n'est-ce pas, lors de la conférence de Berlin. Donc, c'est ça. Donc, il faut bien que l'Afrique arrive à ce point-là. C'est un processus qui va prendre du temps, mais il faut le faire. On n'a pas besoin d'attendre 10 ans, 100 ans, 50 ans ou 1000 ans comme les autres. On peut le faire s'il y a la volonté. Il faut déjà qu'il y ait un noyau qui soit constitué sur le plan politique, parce que la décision politique est importante ici. S'il y a une décision politique qui est en place, eh bien, tout ce qui va découler va suivre la direction politique. Ceux qui ne voudront pas travailler dans ce sens-là seront mis de côté. Et on continue. Mais il faut être affirmatif, mais il faut pas non plus être faible, parce que nos États pris individuellement sont des États faibles. Même quand ils sont pris en petits groupes sous-régionaux, ils sont toujours faibles. Il faut que ce soit fait de façon qu'on s'affirme, que ce soit des grands groupes forts, puissants, qui sont capables de faire, n'est-ce pas, de faire plier toute personne qui viendrait à vouloir détruire, n'est-ce pas, ce qu'on fait. Si on regarde le cas de l'Afrique de l'Ouest, c'est un exemple, par exemple, l'Afrique de l'Ouest avec leur écho. Ça fait combien d'années qu'ils travaillent sur cet écho? Et subitement, M. Macron arrive avec M. Ouattara et décide, n'est-ce pas, d'empiéter sur cet écho, de créer un franc CFA bis appelé ECHO pour nuire à cet écho qui a été travaillé pendant des dizaines d'années, n'est-ce pas, dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. C'est quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à un dirigeant, n'est-ce pas, dans ce cas, M. Alassane Ouattara, qui a décidé, n'est-ce pas, de trahir ses pairs. Pourtant, il travaille avec ses pairs depuis des années sur ce projet. Voilà. Donc, voilà un exemple patent qui montre qu'effectivement, quand on met des projets ensemble, on essaie de s'associer pour réaliser des choses. C'est toujours les uns parmi nous qui vont, n'est-ce pas, nous trahir. Et ça, c'est un problème de maturité, c'est un problème de manque de, n'est-ce pas, d'intégration, ou bien de confiance. Je sais pas trop comment on va utiliser le mot. Mais les gens ne se sentent pas véritablement africains, ne se sentent pas véritablement concernés. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il va falloir commencer à élire des panafricanistes, n'est-ce pas, en Afrique comme président, n'est-ce pas, ou bien alors, je sais pas, tous ceux qui viendront au pouvoir doivent, n'est-ce pas, travailler dans ce sens, là, pour que le peuple puisse avoir un certain répit. Parce que c'est très facile d'être manipulé par les Occidentaux. C'est très facile. Voilà, donc c'est pour cela que je pense que il est toujours opportun, n'est-ce pas, de travailler en union et de pouvoir que tout le monde, enfin, il faut que tout le monde qui travaille en union soit dans la même vision. Sinon, on n'arrivera jamais à le faire. Voilà, Achille que face à la difficulté qu'on a ici au plan politique à pouvoir s'unir, à pouvoir développer une stratégie qui nous permette d'avancer dans le sens d'une décision collective africaine qui libère l'Afrique. Alors, est-ce que les masses panafricanistes qui aujourd'hui constituent l'écrasante majorité de l'opinion sur le continent, est-ce qu'en reconnaissant une crypto-monnaie, par exemple, comme celle qui vient d'être lancée par la Centrafrique, ne peut pas permettre justement d'avancer très rapidement vers une monnaie unique africaine? C'est-à-dire
Tundian Poemi l'a toujours dit, hein, je parle du célèbre économiste camerounais Tundian Poemi qui a dit la monnaie finalement n'est qu'une créance à vue sur un système, c'est-à-dire si vous reconnaissez un outil qui est présenté comme étant un outil de paiement ou bien d'échange, cet outil-là devient forcément une monnaie. Alors, pour résumer simplement, est-ce qu'il n'appartient pas aux masses africaines qui aujourd'hui sont convaincues de cette unité africaine nouvelle et de cette monnaie commune africaine nouvelle de pouvoir prendre les initiatives, notamment à travers la blockchain, qui est cette technologie incroyable aujourd'hui qui peut être utilisée pour créer là et tout de suite une monnaie reconnue de tous et qui s'échange comme le Bitcoin et qui grandit très vite même, pourquoi pas? Oui, je crois que l'initiative de la République centrafricaine est salutaire dans ce sens-là. C'est-à-dire que beaucoup de pays d'Afrique centrale, dans ce cas-ci, observent et voient, n'est-ce pas, le cheminement de ce Bitcoin. Et récemment, ils ont créé également le Sango. Donc, voilà, donc c'est pour... donc ils observent le cheminement, n'est-ce pas, de cette monnaie digitale et voient ce que ça va donner. Est-ce que ça permettra justement de pouvoir réaliser, n'est-ce pas, ce que la République centrafricaine veut réaliser par rapport à son économie, par rapport à son industrie, par rapport à son peuple, de leur pays. S'ils savaient que ça marche, ça pourrait être un catalyseur, ça peut être un exemple pour permettre aux autres pays de pouvoir s'y lancer. Pour le moment, du moins, la chance que la République centrafricaine a, c'est d'avoir à sa tête un professeur de mathématiques, quelqu'un qui est vraiment un scientifique pur. Donc, il comprend, n'est-ce pas, tous ces mécanismes, il comprend ce que c'est que la crypto, etc. Mais les autres présidents, généralement, ce sont des hommes politiques qui arrivent là-bas plus ou moins par différentes méthodes, mais qui ne sont pas véritablement des experts. Dans le cas de la République centrafricaine, on peut dire que M. Touadéra, n'est-ce pas, une certaine expertise, n'est-ce pas, quand il conduit, quand il prend ses décisions. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais on ne va pas rester à attendre. Il faut lancer les actions, il faut que les peuples africains se lèvent et demandent à leurs dirigeants de mettre sur pied une nouvelle monnaie. C'est le seul gage de pouvoir éviter la continuation, n'est-ce pas, de ce siphonnement, n'est-ce pas, des ressources africaines vers l'Europe ou bien vers des pays étrangers. Parce qu'on ne contrôle pas notre économie. Notre économie est extravertie, absolument. On ne contrôle rien du tout. Alors, ces banques centrales, la BC, la BEAC et la Banque du Stade de l'Afrique de l'Ouest, ce sont des succursales, n'est-ce pas, de la Banque de France. Ils ne prennent aucune décision là-bas. Tout se passe, n'est-ce pas, tout vient de Paris. Et puis, dans leur conseil d'administration, il y a deux Français toujours. Il y a toujours des Français qui ont le droit de veto. Finalement, c'est juste une succursale de la Banque de France. Donc, voilà, je crois que ce qu'il faut faire. Oui. Nicolas Gbowou, la technologie blockchain qui permet ici de réduire, de régler un certain nombre de contraintes que vous avez vous-même évoquées, à savoir notamment voilà le contrôle total, exclure tout agent étranger qui pourrait instrumentaliser une monnaie. Alors la technologie blockchain qui est utilisée pour générer les crypto-monnaies ne peut-elle pas ici être utilisée par ces masses africaines qui y croient beaucoup plus que la majorité des hommes politiques à créer eux-mêmes cette monnaie unique africaine et contraindre pourquoi pas les politiques par la suite à y adhérer? Est-ce une option? Bien. Écoutez, si vous voulez savoir mon avis, j'ai dit et je répète, la crypto-monnaie, la blockchain, tout ce que vous voulez, qui l'a créé? C'est eux. Pour être plus simple, ce sont les mêmes blancs. Qui les contrôle? C'est eux. Moi, je suis dans une logique où les Africains doivent prendre de façon résolue leur propre destin en main. Si vous ne contrôlez pas quelque chose, ils peuvent à tout moment dérégler. Nous sommes là naïvement, on pense que, bon, comme on dit ce temps, etc. Il n'y a pas longtemps, on a vu 4 millions de Kenyans qui sont tombés dans la pauvreté suite au dérèglement de Bitcoin. Je ne suis pas contre, mais j'ai dit pour la vraie souveraineté des Africains qui pendant des siècles sont dans l'esclavage, qui sont maintenant dans le néo-esclavagisme. Tous les moyens sont à leur disposition et j'insiste. Il n'y a pas longtemps, je vous parlais de 31 millions de tonnes d'or qu'on a découvert dans le sous-sol de Lungada. Vous-même, vous me parlez, je crois, depuis le Cameroun. Il n'y a pas longtemps, on a découvert plus de 500
matières premières différentes. L'Afrique est richissime. Il s'agit de se donner les moyens objectifs. Les moyens objectifs, c'est quoi? On est naturellement riche. Pourquoi chaque fois pour pouvoir découvrir une matière première ou même pour la transformer, on est obligé d'importer du personnel? Parce que l'éducation nationale n'est pas ce qu'il faut. Pour former un ingénieur, il faut 5 ans, maximum 7 ans, etc. Il faut que les Africains battent monnaie. C'est-à-dire qu'ils se donnent les moyens financiers pour se prendre en charge comme la Chine l'a fait, comme les autres pays l'ont fait. Tout est à notre disposition. On a la main-d'œuvre pléthorique. On a un continent le plus riche au monde. Mais alors, pourquoi on a peur de faire notre monnaie? Et je dis et je répète, ici et maintenant, avec le nouvel ordre mondial multipolaire qui s'est créé et qui est en train de se déployer, c'est le moment de rentrer, comme on le dit, dans la voiture, sinon dans le train, qui est en marche. Il ne faut pas rater ça. Et ce n'est surtout pas la Russie qui viendra dire aux Africains, ne battez pas votre monnaie, bien au contraire. La Chine a acheté, la Chine d'abord a naturellement beaucoup d'or. Et elle a acheté beaucoup de stocks d'or. Même chose pour la Chine. Voilà pourquoi la Russie, malgré tous les pays occidentaux qui sont contre la Russie, qui lui font la guerre, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Toutes les mesures qu'ils ont prises, les mesures dites économiques pour pouvoir détruire l'économie, eh bien, ça s'est retourné contre les Occidentaux. Pourquoi nous sommes en train d'hésiter? Pourquoi? Et la thèse selon laquelle nous, parce que nous sommes noirs, nous ne sommes pas intelligents, mais c'est ce que nous sommes en train de prouver. Oh non! J'ai dit qu'à un moment donné, il faut prendre son destin en main. Nous, on le dit souvent. Mais il faut passer aux actions. C'est le moment, ici et maintenant. Il faut battre la monnaie. Les blocs voilà. Alors, on met ça de côté. Mais oui, il faut prendre la décision de battre la monnaie. Et voilà. On aurait la monnaie la plus riche et la plus puissante au monde. Alors, le professeur... nous parlons. Et je rappelle, ce ne sont pas nos parents qui ont fait les pyramides, qui ont inventé la brillante civilisation mondiale. C'est nous les Africains noirs. Je suis sur le mot noir. C'est bien nous. Pourquoi vous avez peur? Qui a inventé toutes les sciences? Professeur Agbohou, oui. Alors, oui. Professeur Agbohou, oui. Quand on parle des grandes révolutions, on voit au moins des leaders, on voit des gens qui se mettent en avant. Alors, quand vous regardez le continent africain aujourd'hui, est-ce que vous voyez un dirigeant politique qui, quelque part, pourrait porter pourrait se présenter comme étant le porte-étendard de cette donne-là qui aboutirait à cette monnaie? Est-ce que ce n'est pas un peu un vœu pieux aujourd'hui de penser que cette monnaie peut naître là maintenant? Pourquoi vous parlez d'un vœu pieux? Vous ne voyez pas ce qui se passe au Mali? Vous ne voyez pas que c'est une révolution qui est en marche? Quand le Mali prend la décision, au-delà de toute attente, de renvoyer l'ambassadeur français. 2. Quand le Mali prend la décision de fermer tous les médias français. 3. Quand le Mali prend la décision de sortir du G7, 5 Sahel. Quand le Mali rompt les relations de coopération, de défense. Mais vous croyez que ce ne sont pas là c'est ce qu'on appelle la révolution, c'est la révolution qui en marche. Et pourquoi le Mali fait ça? Ouvrons les yeux, parce que le Mali coopère étroitement avec la Russie, laquelle Russie n'a jamais fait du mal à un pays africain. Pourquoi vous ne voulez pas profiter de ça? Et vous croyez que on fait un vœu pieux? Non. Ici et maintenant. Lorsque le Mali fait ça, voilà, chers frères, ce qu'il faut faire. Des pays comme le Cameroun, des pays comme Centrafrique, comme la Guinée et tant d'autres
Ils n'ont qu'à se joindre au Mali. Merci. Professeur, permettez que j'introduise Achille et que également autour de, enfin, dans cette partie précise de la discussion. Alors Achille et que, on cite quelques leaders ici qui brillent et qui portent, voilà, un nationalisme fort. On peut citer le colonel Assimi Goïta. On voit de l'autre côté le professeur Faustin Akange Touadéra. On voit que ces leaders se battent. Faustin Akange Touadéra a créé sa crypto-monnaie dans le sens de contourner justement le dispositif qui est mis en place dans le cas du CFA pour notamment contrôler la libre transférabilité, contrôler également la libre convertibilité. Il a vu que la blockchain pouvait lui permettre de contourner tout cela. Il a lancé tout de suite en s'appuyant sur les immenses ressources naturelles de son pays. Mais tout de suite, il est combattu par la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, et plusieurs États de la sous-région qui rapidement ont soutenu certainement la France qui a voulu neutraliser ce projet dans l'œuf. Et aujourd'hui, on voit que c'est le statu quo clairement et que la Centrafrique même est sur le point de se livrer de livrer sa crypto pratiquement à la BEAC qui deviendrait le dépositaire central unique, c'est-à-dire que le tiers de confiance dans cette monnaie-là. Alors, à partir de là, est-ce que vous comprenez un peu les inquiétudes de ceux qui pensent que nous sommes beaucoup trop infiltrés? C'est un processus. Hein. Il faut pas croire que ça va se passer de façon linéaire. C'est un travail qui va être laborieux, qui va être difficile. Il y aura des hauts et des bas, mais l'important, c'est de prendre la décision politique et de s'y lancer. Dans toute entreprise, la chose la plus difficile, c'est de commencer. Lorsque vous avez commencé, eh bien, vous avez l'opportunité d'améliorer au fur et à mesure que vous acquérez l'expérience de la gestion de ces outils-là. Donc, qu'est-ce qui se passe au départ, quand, n'est-ce pas, la République centrafricaine a lancé sa crypto, la BEAC a sorti des documents, des décisions pour, n'est-ce pas, demander au ministre des économies ou bien des finances de la XRA, n'est-ce pas, d'arrêter avec cette crypto parce que la crypto ne fait pas partie, n'est-ce pas, de ce que la BEAC autorise, et donc voudrait que la SCA arrête, n'est-ce pas, avec cette crypto. Je crois que le Fonds monétaire international est même arrivé là-bas pour donner des injonctions, etc. Aujourd'hui, ils essaient de pouvoir trouver un moyen de pouvoir inclure, n'est-ce pas, cette crypto, n'est-ce pas, dans le panier financier, n'est-ce pas, que la BEAC peut gérer en Afrique, mais on sent qu'effectivement, c'est une façon de vouloir coopter cette monnaie, pouvoir prévenir toute possibilité, n'est-ce pas, de succès, n'est-ce pas, de cette entreprise, de la RCA. C'est ça, il s'agit simplement de pouvoir mettre un frein à cela. Donc la RCA ne devrait pas être naïve, pouvoir tomber dans ce piège et continuer à faire ce qu'elle a à faire pour continuer à développer son pays. C'est tout. Je crois qu'il faut... Alors, on a misé tout à l'heure, oui. Là, on parle de cette technologie de la blockchain qui permet de créer les cryptos comme étant une alternative. Vous avez tout à l'heure présenté cela comme étant un moyen qui pouvait permettre de faire quelque chose ici et maintenant. Alors, on voit que la BEAC tout de suite est en train de vouloir, même à travers l'Union monétaire de l'Afrique centrale, rapidement réformer dans le sens de créer une législation, là tout de suite, puisque nous en parlons, pour pouvoir contrôler toutes ces initiatives comme celle-là qui viendraient qui viendraient dans le futur. Alors, de là, on voit toujours comment est-ce qu'ils s'organisent pour tout contrôler, jusque dans cette technologie blockchain qui est censée être très fermée. Alors, est-ce que vous comprenez le pessimisme de ceux qui pensent que c'est dur dans ce contexte? Absolument, absolument. Ce sera pas facile, comme je dis. Ce sera pas facile. Il y aura des hauts et des bas. Ce sera difficile. Il y aura des gens qui ne croient pas en cette crypto, qui ne croient pas à la politique du professeur Touadéra, qui ne croient pas et qui sont de connivence avec les Français, les Américains, les Occidentaux en général, pour pouvoir faire tomber, n'est-ce pas, cette initiative-là. C'est quelque chose qu'on peut pratiquement être sûr que ça va arriver. Voyez-vous. Donc, moi, je pense qu'il va falloir continuer dans cette lancée, n'en déplaise à ceux qui n'approuvent pas ce projet. Mais la finalité, c'est quoi? C'est qu'il faut trouver un moyen de pouvoir faire la pression sur ces Européens, parce que ce qu'ils comprennent, c'est les rapports de force. Les Européens ne comprennent que les rapports de force. Tout ce qui n'est pas rapport de force en leur défaveur, ils ne bougent pas. Tout ce qui fonctionne en leur faveur, ils conservent cela. Donc, il va falloir trouver un moyen de pouvoir exercer une pression
de façon à pouvoir infléchir. Et l'opportunité que les BRICS, la Chine, n'est-ce pas, la Russie nous donne aujourd'hui est absolument inestimable. Il va falloir, n'est-ce pas, intégrer cela désormais dans tout ce que nous faisons, que nous prenons comme décision. Parce que si vous ne voulez pas vous libérer, vous allez continuer à être enchaînés. Et tous ces pays-là, aujourd'hui, on sait qu'ils vivent, n'est-ce pas, avec une certaine aura. Et ils sont des pays, des pays occidentaux aujourd'hui sont très faibles. Ils ont un endettement qui est extrêmement élevé. Et puis, ils sont très faibles maintenant sur le plan économique, avec tout ce qui s'est passé avec la Covid, avec tout ce qu'ils ont fait avec le dollar et l'euro, n'est-ce pas, pendant la période du Covid, où ils ont imprimé beaucoup d'argent qu'ils ont versé dans l'économie. Aujourd'hui, ça crée cette inflation-là qui est difficilement maîtrisable. On est à 8,6% aujourd'hui. Alors, il y a toutes ces décisions qui ont été prises qui sont en train de faire énormément de mal à l'économie de ces pays-là. Parce qu'en augmentant les taux d'intérêt pour pouvoir contrôler l'inflation, ça crée également le revers de la médaille qui fait que, n'est-ce pas, la monnaie chute et puis l'endettement augmente énormément. Et donc, ça diminue le pouvoir d'achat, ça diminue ce nombre, n'est-ce pas, des critères économiques, n'est-ce pas, sur lesquels ils se basaient pour pouvoir affirmer haut et fort qu'ils sont des puissances. Aujourd'hui, ils sont dans une situation très compliquée. Voilà, donc c'est cette situation-là, c'est dans cette situation dans laquelle ils sont. Mais ils utilisent leur aura pour pouvoir effrayer les autres pays, des pays africains pour les empêcher d'aller, n'est-ce pas, du côté des BRICS. Et ça, c'est une erreur fatale à tous les Africains s'ils le suivent. Donc, je crois qu'il va falloir continuer dans la même lancée que le Mali, la RCA, que d'autres pays africains emboîtent le pas pour continuer sur cette lancée-là et pouvoir, n'est-ce pas, se tirer d'affaire. Parce qu'il faut, c'est absolu, il faut que l'Afrique puisse créer une monnaie africaine. Ça, c'est absolu, parce que véritablement, si elle ne peut pas le faire, elle ne pourra pas contrôler son destin. Parce que toute l'énergie, tout le travail, tout ce que nous produisons dans nos pays est absolument siphonné vers l'Europe. Et rien, n'est-ce pas, rien ne se voit sur le plan pratique en Afrique, n'est-ce pas, des efforts que les peuples fournissent pour pouvoir se développer. Voilà. Donc, si on continue sur cette lancée, on va toujours stagner et finalement, des révolutions vont se passer sur le plan interne, sur le plan externe, mais toujours manipulées par ces pays-là. Voilà. Merci à vous. Merci à vous, Achille Eku. Rappelez que vous êtes à Washington DC, vous êtes expert financier, PDG de Washington Volution Group. Merci de rester en multiplex avec nous. Merci également à vous, Nicolas Agboou, de rester en multiplex. Vous êtes à Paris, vous êtes professeur en sciences économiques, auteur notamment de l'ouvrage intitulé Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Vous allez permettre que je reçoive pendant une dizaine de minutes un autre invité qui vient de nous retrouver. Il s'agit de François Dengue, éditorialiste, rédacteur en chef du magazine Homme d'Afrique et qui est également installé en multiplex depuis Washington. Je vous dis bonsoir, François Dengue, ou bonjour, ça dépend, et bienvenue. Bon après-midi et merci beaucoup et toutes mes excuses pour ce retard qui est indépendant de ma volonté. Nous connaissons votre promptitude à répondre à nos sollicitations et donc on va y aller maintenant. Alors, on a fait un constat clair qui nous a poussé sur ce plateau, c'est que la chute de l'euro entraîne également la chute du franc CFA, 13,5% voilà, de dépréciation de l'euro face au dollar américain. Cela a rapidement entraîné 11,47% de dépréciation du franc CFA par rapport au dollar et créé donc des situations notamment d'inflation, de hausse généralisée des prix sur le continent africain que vous connaissez très bien. Et aujourd'hui, on se pose la question, comment est-ce qu'on peut faire pour que les fluctuations que connaît l'euro ne viennent pas ici à chaque fois impacter les faibles économies du CFA d'Afrique? Merci. Il n'y a rien à faire. Étant donné le lien de parité fixe et sur lequel les autorités africaines n'ont absolument aucun moyen d'agir, il y aura la multiplication en Afrique des fluctuations et des défauts de l'euro. Donc les autorités africaines, les autorités soi-disant monétaires africaines sont ici absolument impotentes. Elles ne peuvent rien faire, elles doivent subir. Ce qui est regrettable, c'est qu'elles entraînent les pays africains et l'économie africaine dans la même soumission. Nous sommes en face d'un moment
historique. Peut-être que cela n'arrive qu'une fois tous les 100 ans ou tous les 2 siècles. Et la démonstration monétaire que les Russes ont exposée aux yeux du monde confirme les théories que nous avançons depuis plus de 20 ans. L'Afrique a tous les moyens pour échapper à cette servitude monétaire, pour parler comme le professeur Joseph Tudian-Pouemi. Et il appartient aux Africains d'agir. Je ne sais pas ce que mes prédécesseurs ont déjà dit, c'est pour ça que je ne veux pas faire de redites, surtout quand je... Alors, rassurez-vous, alors, comme par hasard, vous êtes notamment sur la voie du professeur Nicolas Agbohou, vous êtes également sur la voie d'Achille Eke, qui pense que c'est l'occasion de rompre, c'est-à-dire il faut en profiter tout de suite, vu que les Africains eux-mêmes perçoivent très clairement comment est-ce que les fluctuations en zone euro influencent rapidement leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire le ressenti dans leur porte-monnaie. Ils comprennent donc tout de suite que cette monnaie qu'ils possèdent n'est pas la leur, parce que des décisions même politiques qui sont prises très très loin d'eux viennent réduire leur pouvoir d'achat. Donc vous êtes dans le même sens. Et d'ailleurs, je vais vous soumettre les questions qui ont été posées par la suite quand ils ont développé, quand ils ont parlé de cette importance aujourd'hui de rompre littéralement, et que ça ne servait à rien de faire un pansement. Alors, comment est-ce qu'on rompt? Parce que pour rompre et lancer une monnaie unique africaine, comme le professeur Agbohou l'a si bien dit, il faudrait que cela passe par une décision politique majeure. Alors, qui va prendre cette décision politique quand on regarde, par exemple, que l'Afrique a plus de 10 millions d'agents de renseignement étrangers en son sein, sans compter les réseaux connexes de collecte. Toutes les organisations africaines sont inféodées par des organisations occidentales. On peut le voir même jusqu'à l'organisation des banques centrales africaines qui siègent depuis 1972, mais qui aussi a influé notamment à travers des accords monétaires avec des zones comme le CFA, où il y a toujours des Occidentaux dans la salle. Alors comment est-ce qu'on fait concrètement pour rompre définitivement et sortir d'un point de vue géostratégique et géoéconomique? Nous avons modestement proposé une solution concrète, faisable et pratique, et cela depuis mars 2009. J'ai présenté cette solution à la fois théorique et pratique au premier congrès des économistes africains que l'Union africaine et le gouvernement du Kenya avaient organisé à Nairobi au Kenya en mars 2009. Je peux vous donner les grandes lignes, mais la solution n'est pas compliquée. Il ne faut pas crier sur les toits, mais je voudrais surtout insister sur la démonstration que les Russes viennent de faire et qui doivent inspirer les Africains, la démonstration monétaire des Russes. Nous sommes en train, avec ce qui s'est passé, vous savez qu'il y a eu l'attaque sur la monnaie russe et le but c'était de faire écrouler l'économie russe, comme avait dit le ministre de l'économie français. Les Russes ont pris une mesure qui a tout renversé, au point que le rouble se trouve aujourd'hui être la monnaie probablement la plus solide au monde, alors que l'euro est en train de s'écrouler. Et l'euro s'écroule, le dollar s'écroulera aussi. Pourquoi? Et c'est ça, là où je voudrais attirer l'attention de vos téléspectateurs, et je pourrais revenir sur les questions pratiques après d'élaboration de la monnaie unique africaine. Pourquoi le rouble tient bon et tient encore plus bon? Parce que, à l'opposé du dollar ou de l'euro, le rouble repose sur des richesses réelles. Le rouble repose sur les richesses que la Russie possède. Ce n'est pas du vent. La Russie possède des ressources dont le reste du monde a besoin, dont l'Europe a besoin. Des ressources sans lesquelles l'économie occidentale risque de s'écrouler. On parle surtout du gaz, bien sûr, et du pétrole. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que la monnaie doit toujours s'appuyer, pour être une vraie monnaie, sur une combinaison de biens et de services que nous disons qui doivent être souverainisés, et doublement souverainisés. Je pourrais expliquer pourquoi. Or, l'Afrique, plus que tout autre continent dans ce monde, possède ces biens
sans lesquels il n'y a pas d'industrie moderne. Si les Africains se réunissent, même aujourd'hui, si les Africains se réunissent aujourd'hui et disent nous voulons une monnaie unique demain et que nous allons vendre nos matières dans cette monnaie unique, cette monnaie sera la monnaie la plus solide au monde. Ce n'est pas compliqué. C'est une question de courage. Par chance, les Russes ont aujourd'hui un dirigeant qui est courageux et qui a vu venir et qui connaît. Je vous dis que c'est une seule mesure. La Russie, c'est un petit pays par la taille. La population du Nigeria, le Nigeria a 60 millions de personnes de plus que la Russie. Mais la Russie est un pays courageux. La Russie ne se laisse pas faire. La Russie sait utiliser ses moyens. Imaginez un continent comme l'Afrique, avec aujourd'hui 1 milliard 300 millions d'habitants, avec toutes les ressources naturelles que possède l'Afrique. Je vous dis, si, même à l'instant où nous parlons, et c'est pour ça que je suis désolé de voir que les dirigeants africains ne mesurent pas l'opportunité incroyable qu'il leur a donnée aujourd'hui de prendre une décision qui va changer le destin de l'Afrique depuis 500 ans ou plus. Si les dirigeants africains se réunissent et s'ils décident, je dis bien s'ils décident aujourd'hui, ils disent à partir de demain, tous les biens qui sortent de l'Afrique doivent être payés en la monnaie africaine. Avant même que cette monnaie soit constituée, c'est le monde entier qui viendra à genoux devant les Africains. Dans ce monde, les Africains doivent être les plus riches. Je dis bien, je ne dis pas les numéros 2. L'Afrique est faite pour être un continent de la prospérité. L'Afrique est faite, étant donné les ressources et la taille du marché et la jeunesse du marché, ce que les Russes ont fait, l'Afrique peut le faire 100 000 fois. Je vous ai dit, la Russie, c'est une petite population et en plus qui ont des problèmes de croissance démographique. Bien sûr, la Russie a 15,5 millions de kilomètres carrés, mais l'Afrique unie en a 32 fois plus, presque 2 fois plus. Ça veut dire que nous avons à la tête des dirigeants africains certains qui vont rater le rendez-vous qui ne reviendra plus. La monnaie unique africaine est une nécessité de survie. Nous devons éviter le dollar et l'euro et toutes les autres monnaies qui ne sont en fait que du papier. J'ai un ami économiste japonais qui allait jusqu'à dire que c'est du papier toilette. Mais en réalité, il n'a pas très tort. Parce que c'est de la monnaie qui est créée à volonté. Quand vous entendez, par exemple, que le gouvernement, la Réserve fédérale, va en faire 40 milliards de dollars à l'Ukraine, mais ils ne vont pas tirer dans leur tiroir les réserves qu'ils ont, ils ne vont pas tirer les économies qu'ils ont. Ils créent, ils donnent un ordre de création monétaire et cet argent est créé. Nous ne devons pas aller dans ce chemin parce que nous avons la richesse réelle, comme la Russie là, et ce qui permet aujourd'hui à la Russie de tenir. Vraiment, s'il y a une chose que je voudrais que vos téléspectateurs retiennent, c'est ceci. La Russie de Poutine vient de démontrer en grandeur nature et à l'échelle internationale la vérité monétaire que nous avons mise sur ce que nous appelons la théorie vectorielle de la monnaie et qui montre que ce qu'on appelle la pauvreté en Afrique et qui est en réalité un appauvrissement de l'Afrique par des systèmes économiques, et monétaires et financiers extérieurs et de piratage, les Africains ont la possibilité de s'en passer. Ils peuvent être, comme vous avez dit, nombreux dans des cabinets. Ils peuvent être nombreux, par exemple, à la BEAC. Ils peuvent être nombreux pour contrôler, avoir des espions par-ci, par-là, mais ils ne peuvent pas effacer ni la population, ni la démographie africaine qui est sa première force. Ils ne peuvent pas effacer ni les réserves de pétrole, de manganèse, etc. Pour terminer, je vous dirai ceci. J'ai fait une étude sur 14 produits sans lesquels
Il n'y a pas d'industrie moderne. Cela va de bauxite au cobalt, etc. Sur ces 14, j'ai fait ces études en me renseignant notamment sur des études même de la CIA et sur des études géologiques, des instituts géologiques les plus appropriés, parce que la géologie n'est pas ma spécialité. Sur ces 14 produits, figurez-vous que l'Afrique arrive en tête en termes de réserves sur 12. Par exemple, les réserves de diamants, l'Afrique est de loin la première réserve de diamants au monde. Et on n'a même pas égratigné. Par exemple, un pays comme le Cameroun, on n'a pas encore exploré tout le Cameroun. Vous êtes certainement au courant de la découverte récente des millions de tonnes d'or en Ouganda. Donc, ces ressources qui sont de la richesse réelle et que les Africains possèdent, les Africains sont capables de bâtir leur monnaie dessus pour bâtir leur prospérité. Vous pourrez imprimer des tonnes, des volumes, des océans de dollars et d'euros. Vous ne pouvez pas imprimer 1 gramme d'or, ni 1 gramme de bauxite. Et c'est sur cette richesse et sur cette volonté qui manque que les Africains doivent profiter de l'exemple. Et vraiment, nous avons vraiment un exemple en nature. Nous sommes à un tournant magnifique de l'histoire que la Russie nous montre et nous ne devons pas rater ce rendez-vous. Merci à vous, professeur François Dengue. Alors, professeur Nicolas Agbohou, je vous retrouve très rapidement. Alors, vous avez été suivi, le plateau a été suivi. Je veux dire, vous avez été suivi par le professeur Dengue dans ses analyses, qui pense également qu'on peut créer cette monnaie africaine maintenant et tout de suite. Mais dans son approche est un peu différente pour lui. Il suffit simplement de faire comme la Russie, c'est-à-dire de commencer à vendre tout en cette monnaie africaine. Ça permettrait rapidement d'engranger toutes sortes de devises mondiales et donc à partir de là de rentrer dans une libre convertibilité, libre transférabilité, en plus garantie par les énormes, les infinies matières premières du continent. Vous, quelle est votre lecture là-dessus? Mais je crois que nous disons la même chose. Nous disons ici et maintenant, il faut que les Africains saisissent l'occasion unique, et je dis bien unique, de ce nouvel ordre mondial, multipolaire, qui est initié par la Russie. Il ne faut plus jamais rester en laisse. Nous savons qu'il y a des dirigeants africains qui luttent pour rester toujours, comme on appelle, sous la table. Ceux-là, ils sont minoritaires. C'est maintenant, ici et maintenant, que toute la jeunesse africaine, tous ceux qui veulent que l'Afrique change, c'est ici et maintenant, ils doivent bouger pour demander aux dirigeants africains de battre la monnaie unique africaine. Et c'est une décision politique. Et je me répète, création de la Banque centrale africaine. Pour créer la Banque centrale africaine, il suffit simplement de prendre même un bâtiment qui existe déjà. On dit ça, c'est le siège de la Banque centrale africaine. Ce siège, cette Banque centrale africaine est une personne morale qui a ce qu'on appelle un capital social. Ce capital social est apporté par les différentes banques centrales nationales. Tous ceux qui veulent utiliser la monnaie unique africaine, eh bien, ils sont membres de la Banque centrale africaine. Et c'est là que se prennent les décisions qu'on appelle la politique monétaire. Pour dire que voilà, je donne un exemple. On va donner de l'argent aux Africains, qu'ils soient ménages pour consommer, qu'ils soient entreprises pour entreprendre et autres. On dit, bon, on va favoriser, donc il faut faciliter l'accès à l'argent. Donc le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale africaine est par exemple de 1%. Cette décision-là, elle est répercutée dans tous les pays d'Afrique par les différentes banques centrales nationales qui ont siégé. Et maintenant, les banques commerciales viennent prendre l'argent à la Banque
centrale nationale. Maintenant, comme la Banque centrale nationale, comme la banque commerciale, pardon, la banque commerciale vient prendre l'argent à la Banque centrale nationale, comme elle fait du commerce, elle va se donner une marge, exemple, une marge de 3%. 3% qui est sa marge, plus 1% auquel elle a pris cet argent à la Banque centrale nationale, ça lui fait 4%. C'est à 4% qu'elle facture, par exemple, au ménage qui veut consommer, ou bien à l'entreprise qui veut entreprendre. C'est comme ça. Et maintenant, on le sait, si la Banque centrale africaine ne veut pas faciliter l'accès à l'argent, elle lève son taux d'intérêt direct. Ça, c'est le mécanisme de fonctionnement. Mais ce que nous sommes en train de dire, l'Afrique a tout de les matières premières. L'Afrique a la main-d'œuvre pléthorique. Qu'est-ce qu'elle demande? Elle ne demande pas autre chose que cette main-d'œuvre soit mise au travail. C'est ce que les Chinois ont fait. C'est aussi simple que ça. Donc, la décision, là où les Africains sont en train d'hésiter, et ils croient que c'est machin, c'est prendre la décision politique de créer la monnaie unique africaine. Et notre monnaie unique africaine sera garantie par la valeur synthétique des matières premières stratégiques que nous détenons. Et j'ai pris pour mieux me faire comprendre, nous avons l'or, le diamant. Et j'ai pris même un exemple plus précis pour dire que nous avons l'Ouganda qui a 31 millions de tonnes d'or. On demande sûrement, on dit l'Ouganda, débourse ici et maintenant tout de suite 120 000 tonnes d'or. Et ça garantit, rien que ça, ça garantit la monnaie unique africaine. Je rappelle pour mémoire, les États-Unis d'Amérique, la Banque centrale américaine qu'on appelle la Fed, c'est 8200 tonnes d'or. Mais si nous venons, nous les Africains, on a 120 000 tonnes d'or, mais qui peut résister? Et en plus de cela, on dit payez-nous dans notre monnaie qui est la MUA, en abrégé, monnaie unique africaine. Mais l'Afrique a tout. L'Afrique prend le devant. Et les Africains commencent à travailler. On commence à transformer l'économie. Parce que celui qui transforme l'économie, c'est l'être humain. L'être humain, il faut le travailler. C'est la condition. Il faut le payer pour qu'il travaille. C'est la conditionnalité. C'est ce que les Chinois ont fait. C'est ce que font les autres. Pourquoi nous avons peur de prendre la décision? Voilà. Un petit pays comme la France nous manipule. Et on est là, on pleure. C'est pas normal. Et vous avez évoqué en disant qu'il y a plus de 50 ans que ça, on hésite. Mais vous voyez bien ce qui se passe maintenant. Les jeunes Africains qui désertent l'Afrique pour aller mourir dans le désert africain, pour aller mourir dans les océans, pour aller se faire esclaves volontaires dans les pays arabo-musulmans. Vous ne pensez pas que tous ces facteurs-là sont assez éloquents pour amener enfin les Africains à prendre une véritable décision? Mais c'est ça. Là, on prend par exemple, et ça, je crois que vous allez peut-être nous permettre, on prend le cas de la, comment on appelle, de la Russie, avec le blé de l'Ukraine. On nous parle de ces répercussions. Ça va créer la faim dans le monde, etc. Mais ça ne peut créer la faim dans le monde que pour ceux qui n'ont pas les moyens. L'Afrique n'a pas besoin, et j'insiste, l'Afrique n'a pas besoin du blé de la Russie. Dire que parce qu'on a bloqué le blé de la Russie, ou bien le blé d'Ukraine, etc., comme on a vu, je ne vais pas citer son nom parce que vous le connaissez, qui est parti pleurnicher devant Poutine, pour dire oui, il faut qu'on ait accès au blé russe, sinon les Africains vont mourir de faim, tout ça. Tout ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tout est en Afrique. Tout pousse en Afrique. Que ce soit le blé lui-même, que ce soit le maïs, le riz, le seigle. Tout ça, ça pousse en Afrique. Ce qu'on demande aujourd'hui aux Africains, d'arrêter de se rendre ridicules et de combattre avec efficacité la faim qui existait déjà et qui existe encore en Afrique, avant même la guerre de l'Ukraine.
Et ce qui manque aujourd'hui aux Africains, c'est le sens de l'honneur et de la dignité. Il faut combattre la faim. Pourquoi? Parce que la faim, avant de faire quoi que ce soit, il faut manger. C'est une évidence. Deuxième raison, les Africains doivent tirer des vraies leçons de la guerre de l'Ukraine. Quelles sont ces leçons-là? C'est le problème de ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté alimentaire. C'est quoi l'autosuffisance alimentaire? C'est manger d'abord ce que l'on veut, en quantité, en qualité, et surtout quand on veut. Alors, ça veut dire qu'il faut que la nourriture soit disponible. Deuxièmement, la souveraineté monétaire, ça veut dire il faut avoir l'autosuffisance alimentaire que je viens de définir, mais en utilisant la nourriture qui se trouve chez nous. Il ne faut pas dépendre de l'extérieur. C'est ça. Donc, pourquoi il faut faire ça? Eh bien, comme je vous ai dit, il faut d'abord manger. Deuxièmement, il faut se faire respecter, car le respect et la considération ne se demandent pas, mais se méritent. Souvent, on voit des gens qui disent, oui, il faut que les Occidentaux nous respectent. Mais comment voulez-vous vous faire respecter quand vous-même, pris individuellement, en tant que ménage, pour nourrir votre famille, vous dépendez du voisin? Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Donc, pour pouvoir se faire respecter. Deuxièmement, il faut savoir que la nourriture est une arme bactériologique, une arme biologique. Aujourd'hui, les techniques sont telles que on peut programmer des aliments pour rendre stériles, par exemple les noirs. On peut programmer des gens qui, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, peuvent être malades en se nourrissant. C'est une arme. On parle de l'arme alimentaire. Autre chose qu'il faut savoir, il faut savoir que les pays qui sont aujourd'hui dominants, qui ont de la nourriture, parce que quand on dit qu'il y a eu une crise alimentaire dans les pays de l'Afrique de l'Est, etc., vous avez vu un seul pays africain qui a pris de la quantité de nourriture qui est parti secourir les autres? Ça n'existe nulle part. Parce que nous ne savons pas nous faire respecter. Eh bien, tous ces pays, qu'ils soient tous les pays d'Europe, que ce soit même la Chine, ce sont des gens qui ont connu la faim et la famine. La famine, c'est la faim qui tue. Qui a poussé même ces pays à faire preuve même de ce qu'on appelle de l'anthropophagie. Mais ils en ont tiré une leçon. Et ils ont donné la priorité des priorités à l'alimentation, à tel qu'ils ont des stocks de nourriture en réserve. Donc, quand il y a une crise alimentaire, ils puissent dans les stocks et ils s'en vont donner. Ensuite, qu'il faut savoir, l'Afrique, c'est quoi? Eh bien, l'Afrique, c'est l'ensemble de la Chine, plus l'Europe, plus les États-Unis. 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique à elle seule possède 62% des terres arables, c'est-à-dire les meilleures terres pour l'agriculture. Pourquoi ne pas utiliser tout ça? L'Afrique, c'est aujourd'hui 1,3 milliard, mais demain, c'est 2 milliards de personnes à nourrir. Si on ne prend aucune disposition, si on a peur de prendre des décisions qui s'imposent d'elles-mêmes avec ces nouvelles ordres mondiales multipolaires, mais qui pourra demain nourrir tous ces milliards de personnes? Enfin, je voudrais dire que d'un côté, donc, non seulement tout pousse en Afrique, mais surtout l'Afrique, eh bien, dans ce nouvel ordre mondial, eh bien, l'Afrique doit s'intégrer. Quand on parle des BRICS, c'est-à-dire Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, tout ça, l'Afrique doit prendre, doit exceller dans cet ordre mondial. Et surtout, il faut savoir qu'on a un leader, qui est la Russie. La Russie n'a jamais fait du mal à un pays européen et à un pays africain. Pourquoi nous voulons encore, coûte et coûte, malgré ces évidences-là, rester là sur le statu quo, en train de pleurnicher pour pouvoir rester dans le statut de sous-homme? L'heure a plus que jamais, et c'est là que je termine, l'heure a plus que jamais sonné pour les Africains de sortir de cet ancien ordre mondial unipolaire pour rentrer dans le nouvel ordre mondial multipolaire
où les Africains auront droit à l'honneur et à la dignité. Je vous remercie. Voilà, merci à vous. Merci à vous, professeur Nicolas Agbou. Achille Que, je vous retrouve. La question de la convergence, enfin des critères de convergence revient quand on se met d'accord qu'il faut profiter de l'occasion pour battre une monnaie africaine tout de suite, pour créer une monnaie africaine tout de suite. Alors, pour vous, il faudrait quand même tenir compte de la nécessité d'avoir des critères de convergence. Alors, à partir de là, on se demande si la décision sera aisée parce que on sait que, par exemple, quand il faut se décider sur l'autodirecteur l'autodirecteur appliqué, on voit, par exemple, en Afrique centrale, on a eu des cas où, des années où la Guinée équatoriale, par exemple, estimait qu'il fallait rapidement lever le taux directeur parce qu'il y avait une situation de surliquidité en Guinée équatoriale, ce que ne partageait pas, par exemple, un pays comme le Cameroun à côté qui voulait plutôt qu'il y ait plus de liquidité pour davantage dynamiser la croissance. Alors, pensez-vous comment est-ce qu'on peut faire dans le cas d'espèce pour lancer une monnaie africaine aujourd'hui qui tienne compte des besoins spécifiques des différentes économies africaines en termes de croissance? Écoutez, les critères de convergence, ce sont des critères techniques. Ok, ce sont des décisions des experts qui vont se retrouver ensemble pour définir qu'est-ce qu'on va accepter, qu'est-ce qu'on va tolérer, etc., etc. Bon, bref, ça c'est la deuxième étape. La première étape, c'est la décision politique. Ok, on va pas mettre des charrues avant les bœufs. La décision politique est la première étape. Et tant que la première étape n'est pas satisfaite, la seconde étape on ne peut pas en parler. On peut pas en parler. Donc, il faut déjà que sur le plan politique, que nos leaders décident effectivement d'aller dans ce sens. Nous avons tout ce qu'il faut pour avoir la monnaie la plus puissante du monde. Nous avons toutes les ressources pour être les pays les plus riches à perpétuité. Moi, je dis à perpétuité parce que le sous-sol africain est immensément riche. Ce n'est pas parce que les Européens sont venus ici s'accaparer de quelques grammes d'or, quelques petites ressources ici et là, que nous sommes en voie de perdre toutes nos ressources. Non, absolument, ils n'ont même pas touché, ils n'ont même pas égratigné la surface. Donc, nous avons immensément de richesses et nous devons être conscients de cela. Les leaders que nous avons actuellement dans plusieurs de nos pays, ce sont des leaders qui ont été formatés dans l'esprit colonial et donc qui ne comprennent pas ce que leur sous-sol regorge, ou quand ils comprennent, ils sont dubitatifs, et en plus, ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour pouvoir tirer avantage de cela. Donc, la nouvelle génération d'Africains aujourd'hui est très informée. Les outils technologiques aujourd'hui permettent aux Africains de pouvoir avoir accès à toutes sortes d'informations à la seconde, et donc d'aider donc les dirigeants à pouvoir prendre des décisions rapides. C'est le cas de la Centrafrique, c'est le cas du Mali. Voilà, donc on a des exemples patents, clairs, qui montrent effectivement que ces gens-là se sont conformés, n'est-ce pas, se sont servis, n'est-ce pas, de ces outils aujourd'hui que nous avons pour pouvoir prendre des décisions politiques, n'est-ce pas, fortes. Donc, les critères de convergence et tout ce là, ce sont des choses, quand on regarde l'Europe aujourd'hui, l'euro a été créé avec des critères de convergence, n'est-ce pas? On disait qu'il ne faudrait pas que l'inflation soit au-dessus de 2%. On a donné un certain nombre de critères, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? L'inflation est à 8,6%, n'est-ce pas? Ces pays-là ont des économies complètement divergentes. L'Allemagne souhaite que, par exemple, l'euro soit n'est-ce pas, que la Banque centrale européenne puisse augmenter les taux d'intérêt, pendant que l'Italie ne veut pas en entendre parler. Vous voyez? Donc, il y a tellement de divergences. Ce sont des économies qui sont absolument dans une situation complexe pour eux-mêmes à gérer. Alors, nous on ne doit pas copier ce qu'ils ont fait, il faut améliorer. Il faut qu'on ait des critères, et on en arrive à cette étape, qui vont permettre à nos peuples de se développer et non pas à courir après des critères qui sont absolument difficiles à réaliser. Parce que c'est bon sur le papier, mais sur la pratique, ce sera difficilement réalisable. Donc, il va falloir qu'on adapte cela à notre environnement et puis trouver donc les solutions africaines, n'est-ce pas, aux problèmes africains, et non pas essayer de faire du copier-coller de l'euro par rapport à l'Afrique. Donc, voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, comme on a dit, n'est-ce pas, dans ce débat, je vous remercie normalement pour m'avoir invité, parce que je crois que c'était un débat très important. Je remercie le professeur Bourou pour avoir eu l'opportunité de, n'est-ce pas, d'avoir ce débat avec lui.
mais je vous assure que... Achille, et que on ne part pas encore. On va marquer une transition et on va revenir, oui. On ne part pas encore. Il est certes 22 heures, heure d'Afrique centrale, mais on ne part pas encore. On marque rapidement une transition et quand nous reviendrons, nous examinerons maintenant quelles seront les conséquences à venir de la situation actuelle en Ukraine sur l'économie mondiale et particulièrement sur ces économies ouest-africaines et d'Afrique centrale qui utilisent nos francs CFA. Donc on marque une transition et on revient juste derrière.